Adolescence et autorité, le grand amour? Partie 2. Qu'est-ce que l'adolescence? L'adolescence, c'est quoi? Lors du 23e cours international qu'elle donne à l'époque à Amsterdam, en 1938, de janvier à juin, Maria Montessori, la pédagogue italienne, que nous connaissons bien, propose de réfléchir sur l'adolescence. De quoi s'agit-il? Pour elle, c'est clair, l'adolescence est une seconde naissance. Je reprends son expression, c'est une seconde naissance. Elle nous dit, lors de ses conférences, que l'enfant qui est venu au monde provenait de la mère. Cet homme, l'adolescent, vient, quant à lui, de l'enfant. Et d'une certaine façon, nous dit-elle, et continue-t-elle dans ses conférences, elle nous dit que d'une certaine façon, il ressemble vraiment à l'enfant, qui se montre dans ce milieu inconnu, d'un certain point de vue, un milieu difficile. Et comme tout enfant, il rencontre des difficultés du nouveau-né lorsqu'il naît à ce nouveau monde, à ce nouveau statut, qui est cette phase de transition qu'est l'adolescence. Ce n'est pas rien ce que vient de nous dire Maria Montessori, et pour continuer sur cette réflexion et apprécier ce propos et avec les conséquences, je vais mobiliser et apprécier plus en profondeur cela à 3 niveaux, sur 3 plans qui méritent notre attention. Alors tout d'abord, nous allons voir le plan physique, puis le plan psychique et le plan social, qui sera le dernier plan que nous apprécions. Alors l'adolescence, les adolescents, car on peut parler d'une pluralité, nous allons voir pourquoi. Le premier plan, c'est le plan physique. Elle dégage des tendances, à l'échelle, y compris d'ailleurs universelle, puisqu'elle va voyager à travers le monde, jusqu'en Inde, aux États-Unis, dans toute l'Europe, et de fait, elle va observer des stades de développement. Et sur le plan physique, qu'est-ce qu'elle observe concernant les adolescents? Les stades de développement entre 12 et 18 ans constituent, pour Maria Montessori, l'adolescence. Et elle va distinguer 3 périodes durant l'adolescence, durant ces 6 années, de 12 à 18 ans. Alors, première période, d'une part, une période qu'elle appelle de préparation. C'est une période, nous dit-elle, pour supporter, je la cite toujours dans ses conférences qu'elle donne à Amsterdam en 1938, elle dit c'est pour supporter les grands efforts, à peu près à l'âge et entre l'âge de 12 ans à 14 ans, pour le garçon, un peu plus tôt pour la jeune fille, de 11 ans à 13 ans, débute la puberté. Pour elle, c'est la préparation. D'autre part, après cette période de préparation, vient l'éclosion. L'éclosion de 14 à 16 ans, durant laquelle le corps se métamorphose radicalement. Enfin, dernière période, une période de perfectionnement. Une période de perfectionnement qui va, là aussi, à peu près, grosso modo, couvrir 2 années, de 16 ans à 18 ans. Voilà cette période, voilà ces 3 périodes sur le plan physique que repère Maria Montessori dans ses recherches et qui d'ailleurs font remonter aussi, sont la résultante, si vous voulez, d'analyses qui sont opérées dans différents pays où les écoles Montessori commencent à s'établir. Alors, elle continue et elle nous dit
avant quand même 12 ans, avant la puberté, pour le garçon, et 11 ans, aujourd'hui, parfois même, il y a des jeunes filles qui connaissent le début de leur puberté à l'âge de 10 ans, eh bien, avant 11 ans, pour la fille, et 12 ans pour le garçon, elle nous parle, Maria Montessori, d'un instant de silence. Je trouve ça assez joli pour ainsi vous le partager. Elle écrit, elle nous dit, c'est un moment d'attente, comme le point de départ d'un saut. Elle continue son raisonnement et dit, c'est quelque chose de contraire à ce qui viendra. Comme lorsque le soleil, qui vient nous donner la chaleur, est précédé d'un moment presque de frémissement, de froid, juste avant la grande transformation. La métaphore est intéressante, elle la file d'ailleurs, vous le voyez, et de fait, c'est bien ce moment très précis où, d'un seul coup, il va y avoir un changement radical. Et la puberté va venir, comme un soleil, tout feu, tout flamme, bouleverser, y compris le rapport au corps de l'enfant, y compris le rapport à ses parents, y compris le rapport à ses semblables. Maria Montessori s'intéresse en tant que biologiste et première, d'ailleurs, médecin en Italie, dans son pays. Eh bien, elle nous dit, avec la puberté, le corps et le visage sont bouleversés. Je dirais, et j'emploie souvent cette image, la puberté, c'est le volcan. Ce qui se voit dans son enveloppe, dans notre enveloppe, dans l'enveloppe de l'adolescent, quand nous avons été adolescents, c'est-à-dire, y compris la peau et le visage. Elle dit, en effet, l'adolescent voit d'abord son nez se transformer en premier, puis c'est le tour des mâchoires et l'ensemble du visage. Tout ceci, écrit-elle, est loin d'être harmonieux. Et c'est très perturbant pour l'adolescent qui le vit. Elle ajoute, n'oublions pas que son squelette grandit. Les jambes s'allongent alors que le tronc reste court. Les poumons ne grandissent pas encore dans cette phase intense, dans cette phase volcanique. D'ailleurs, les poumons ne grandissent pas encore, pas plus que son cœur, qui n'a pas le temps, nous dit-elle, de suivre ce développement. Alors on le voit, Maria Montessori, elle fait la scientifique, biologiste, et en ce sens d'ailleurs, elle s'inscrit dans la filiation de son oncle, Antonio Stoppani, et s'attache à repérer dans des développements de corps les torsions, les tensions, si vous voulez. Tout ce corps de l'adolescent, en effet, est travaillé. Et de fait, elle est très intéressée par le développement, par exemple, du thorax. Et elle nous dit qu'il ne se développe pas proportionnellement au reste du corps. Et de fait, le thorax, y compris, a-t-elle observé, le développement de la respiration, il est sous-performant. Et le système digestif, et c'est pas rien, n'a pas le temps de s'adapter à l'étrange nourriture, je cite, dont son nouveau corps a besoin. J'ajouterais a besoin en quantité. Donc on le voit, il y a beaucoup de tensions, la respiration, la digestion, beaucoup de difficultés pour l'adolescent qui pourtant voit sa peau, son visage se métamorphoser. C'est une entrée dans cet âge, dans cette phase de transition de l'adolescence, c'est une entrée de plein fouet, sans y avoir été préparé, que d'énergie et de fatigue chez les adolescents, et pour cause, nous fait comprendre finalement Maria Montessori, ils sont submergés. C'est un raz-de-marée, un tsunami de transformation physique. Entre 12 et 16 ans, ajoute-t-elle, finalement, les adolescents passent d'un moteur, je vous partage cette image, ils passent d'un moteur de voiture à un moteur de fusée. Moteur de voiture à moteur de fusée, en ne maîtrisant aucunement ce qui leur arrive.
panique, folie, incroyable. Quelle période! Et puis, il y a cette dernière période, dite, que Maria Montessori donc appelle période de perfectionnement, de 16 à 18 ans. Elle nous précise que progressivement, il peut s'établir une forme d'harmonie, en apparence, une harmonie, dit-elle, de couleurs, une harmonie de cheveux. Elle ajoute, la nature produit la jeune fille. Progressivement, à force de travail, produit la jeune fille avec sa fraîche beauté qui nous semble belle comme une colombe qui sort du nid. Quant au jeune homme, le jeune homme aussi est frais et, avec ses caractères, nous dit-elle, qui nous font véritablement l'appeler un beau garçon. Voilà pour cette phase précise, donc de 16 à 18 ans, qui est cette phase qu'elle appelle la phase de perfectionnement. Alors, dans cette optique, un peu plus tard, dans les années 72, Françoise Dolto, la pédiatre et psychanalyste française, elle parle de la métaphore du homard. Alors, de quoi s'agit-il? Cette métaphore du homard. Dans son livre, qui s'appelle « Paroles pour adolescents » ou « Le complexe du homard », elle nous livre cette métaphore en nous disant, finalement, lors de la crise de l'adolescence, qu'en est-il de l'enfant? L'enfant se défait de sa carapace d'autrefois, soudain devenue étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux moments, il est vulnérable, il est agressif, il est replié aussi sur lui-même. Et elle ajoute, mais ce qui va apparaître, est le produit de ce qui a été semé chez l'enfant. Voilà, nous avertit Françoise Dolto. Il s'agit donc de l'évolution qui va se faire de l'adolescent vers l'adulte. Et c'est pas rien. Tous les parents qui ont des adolescents le voient, quel défi, et y compris que d'étonnement, parfois de peine, mais aussi de joie également. Alors, nous avons apprécié, dans ce premier temps, le plan physique chez les adolescents. À présent, le deuxième plan, le plan psychique. Là encore, trois idées majeures sont mises en évidence par Maria Montessori. Trois idées qui nous permettent aussi de voir trois tendances. Certainement, chez les adolescents que nous connaissons, ça se manifeste, il y a des singularisations. Mais voilà trois idées, trois tendances principales qu'elle a observées, toujours fruit de ses recherches, mais aussi fruit de la collecte de matériaux à l'échelle planétaire. La première idée donc, c'est, je l'appelle ainsi, après la lecture de ces conférences de Maria Montessori, une puissance sans but. Première idée, une puissance sans but. Pour Maria Montessori, l'adolescence est un grand trouble psychique qui représente justement aussi un problème psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'adolescence, une condition humaine marquée par une confusion mystérieuse. Ça
condition, nous dit-elle, sa condition, est à la fois de l'ordre de tout est possible, c'est une puissance, mais où aller? Mais comment faire? Mais quel sens donner à tout ça? Où est le but? Son intelligence, qui plus est, désire autre chose que le travail, nous dit-elle. C'est un désir qui est le désir d'une vie nouvelle. Belle expression de Maria Montessori, mais elle ajoute, mais quelle vie nouvelle? Voilà une énergie psychique, voilà une puissance, mais où aller? Que faire? Dès lors, et ça c'est un élément important dans la pédagogie de Maria Montessori, à l'âge de l'adolescence, dès lors une question se pose, et elle est majeure, c'est la part du travail. De fait, elle nous dit clairement, le travail intellectuel n'est pas de cet âge-là. Le travail intellectuel n'est pas de cet âge-là. Rappelons en effet que de 6 ans à 12 ans, l'enfant a une grande force de travail pour Maria Montessori. C'est le moment où il faut vraiment qu'il capitalise, qu'il apprenne. C'est le moment, et les recherches scientifiques le montrent, où finalement l'enfant, cette période de l'enfance, elle est préparatrice. Elle va permettre à l'adolescent de passer au travers de ce volcan physique, de ce volcan psychique, et que cet enfant, y compris juste avant, vous vous rappelez l'image du soleil, il va y avoir ce froid silence avant l'explosion volcanique pubertaire, eh bien, c'est ce moment où l'enfant doit s'appliquer à se préparer. Avec la puberté, par conséquent, avec la puberté, la caractéristique de l'intelligence est de ne pas pouvoir se fixer. Les problèmes de concentration des adolescents, c'est un problème majeur. L'énergie est telle, l'énergie est tellement présente, ou même si elle n'est que potentielle, il y a ce bouillonnement qui est total. Il y a cette puissance qui ne demande qu'à être réalisée, qui ne demande qu'à s'incarner. Mais l'esprit, d'ailleurs, dans cette foulée-là, ne sait pas où focaliser son attention. Alors, cela explique parfois plusieurs phénomènes psychiques. Le découragement, mais aussi les envies fugaces, furtives. Et si on prolonge le raisonnement de Maria Montessori, il me semble d'ailleurs que l'on pourrait dire, sur le plan psychique, que l'adolescent est velléitaire par excellence. C'est-à-dire que les envies, multiples, variées, sont en même temps faibles. Elles ne se traduisent pas toujours jusqu'au bout, ce qui n'empêche pas l'ébullition des envies. Alors, deuxième principe majeur, c'est, Maria Montessori l'écrit comme ça, vous allez le comprendre tout de suite, un besoin d'air, un besoin d'air. C'est la deuxième idée. L'adolescent, nous dit-elle, a un désir profond qui l'anime. Le désir, je cite Maria Montessori, le désir de se dérober aux conditions trop connues. Le désir de s'enfuir. Oui, le désir de se dérober aux conditions trop connues. Ce sont les conditions familiales. Il s'agit de se soustraire à la volonté parentale. La poitrine sur le plan physique se développe, le buste grandit progressivement, les épaules et hanches aussi également deviennent plus grandes, plus larges. C'est à ce moment-là, précisément, où l'adolescent, vous le voyez, vous le comprenez facilement à présent, il a besoin d'espace, d'espace social, d'espace psychique. Il a besoin de prendre l'air dans tous les sens du terme. D'ailleurs, Maria Montessori écrit « Le corps requiert, pour son plein développement, beaucoup
d'espace à l'air libre. Espace, air, liberté. Voilà des choses importantes pour l'adolescent. Certes, c'est un volcan physique, mais c'est un volcan émotionnel. Alors, dans cette perspective, Montessori propose de transformer l'aménagement même. Il s'agit de permettre à l'adolescent de trouver des espaces, de changer aussi de milieu de vie, de lui permettre des espaces. Alors, c'est à ce sujet qu'elle va développer, par exemple, le fait qu'il faut qu'il aille et qu'il soit proche de la nature. Et il faut lui donner un plein accès à la nature. C'est notamment la fonction de ce qu'elle appelle la ferme. La ferme est cet espace à l'air libre où l'adolescent se connecte à la nature, il a besoin d'air, il a besoin de se dépenser, il y a cela qui est disponible. Également, il y a un autre domaine qui est très important pour l'adolescent, c'est le fait qu'il ait besoin, on y reviendra, de ses pairs. Et donc là, c'est la question de l'internat. Alors, troisième élément, l'affirmation de sa personnalité. Tout ceci engendre une détresse spéciale, nous dit-elle. Tout ceci engendre une détresse spéciale de la vie mentale de l'adolescent. En effet, cet homme naissant ne connaît pas sa propre force. Il ne connaît pas sa propre force et aussi sa destinée. Voilà des mots forts, voilà des mots qui nous disent que, au fond, l'intelligence chez les adolescents est confuse. Elle est vive, elle est dynamique, mais les transformations importantes que l'adolescent vit viennent perturber, en l'occurrence, sa construction identitaire. Et comment fait-il, alors, pour entrer en relation? Comment fait-il pour s'affirmer, pour affirmer sa personnalité? D'ailleurs, c'est intéressant, c'est le moment où la voix mue, la voix qui est aussi relation sociale par les mots, nous dit Aristote, ces relations sociales par les mots est aussi bouleversée. La voix mue, et de fait, c'est la naissance à l'état de l'homme, de l'enfant. Il n'a plus cette même voix. Et le problème est le suivant, c'est que si on continue à le traiter comme un enfant du jour précédent, eh bien vient le moment où la voix dit non, où je m'affirme. Ma voix a changé, je suis un homme en devenir, j'ai quitté mon statut d'enfant, cela est fini. Je suis passé à un autre âge. C'est le temps, nous dit Maria Montessori, on voit la rébellion profonde qui commence. C'est une lutte entre d'un côté l'adolescent et de l'autre l'adulte. Mais l'adolescent, lui, n'est plus enfant. D'où les crises que nous connaissons, les crises inévitables que nous avons connues, à tel point d'ailleurs que si ces crises n'ont pas eu lieu, eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que l'enfant n'est pas devenu un homme. Il n'est pas devenu un homme. Il est toujours à l'état d'enfant. Le passage, la naissance, est, pour Maria Montessori, synonyme de travail, de dureté, de difficile. C'est difficile. Quand on a un enfant né au monde, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des tensions. C'est la même chose pour l'adolescent. Je pourrais d'ailleurs m'inspirer du philosophe Hegel, du philosophe allemand, pour dire que pour qu'il y ait une vie de l'homme, l'enfant doit mourir, il doit être mort et enterré. L'enfant ne peut devenir comme qu'à la condition de mourir et avoir dépassé le stade de l'enfance. Cela ne veut pas dire mettre de côté
ce que l'on a été, ou abandonner totalement l'enfant et ne pas s'en souvenir, ou dire « je ne suis plus jamais un enfant ». Non, non, non. Cela veut dire passer à autre chose, tout en conservant, en gardant ce qui a été vécu. Et pour cela, Hegel utilise un verbe allemand intraduisible en langue française qui est « aufheben », c'est-à-dire devenir tout autre, tout en continuant d'être, tout en profitant d'avoir été. Tel est, en termes hegeliens, l'enjeu de la construction de la personnalité de l'adolescent. Alors, à présent, cette affirmation de la personnalité, compliquée, on le voit bien, elle ne peut se faire sans les pairs. Les pairs au sens donc de semblable. P-A-I-R-S. Dernier plan, le plan social, justement. Là encore, l'adolescence est une phase, est un temps incroyable. Maria Montessori écrit à ce sujet « On pourrait dire que c'est l'homme social qui commence à l'adolescence. Il vit pour un but social. » Prenons en compte les conséquences d'un tel propos. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce que ça veut dire d'abord pour les adolescents? Il me semble qu'au regard des travaux de Maria Montessori, je peux vous proposer la grille de lecture suivante, donc, qui considère que cet âge social, nous dit Maria Montessori, a, me semble-t-il, besoin de 3 besoins qu'elle identifie dans ses œuvres, et cet âge social se fonde sur une nécessité. Alors, nécessité au sens de la philosophie des Grecs, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être. Ça ne peut pas ne pas être. Et si ça n'est pas, c'est le drame. C'est le drame. Donc, voyons tout d'abord les 3 besoins avant de voir la nécessité sur le plan social pour les adolescents. L'adolescent se voit non seulement comme un individu, en lien avec les autres, mais aussi, et c'est toute la tension, le travail, mais aussi comme un membre distinct au cœur d'une société humaine. Il se pose dès lors la question fondamentale. Quelle est mon identité ? Et si on définit l'identité comme un processus de construction, de sens, à partir d'attributs culturels, je reprends la définition du sociologue Manuel Castells dans son ouvrage « Le pouvoir de l'identité », si on prend en compte cette définition de construction de sens, eh bien, il est possible pour les adolescents, je vous propose de parler d'un Big Bang identitaire. Big Bang identitaire. Comment faire? À partir de quoi? Et je sais que je ne peux faire que de l'expansion. Que de l'expansion. Les sociologues parlent d'ailleurs d'un processus de séparation et d'individuation, selon lequel, vous comprenez bien, l'enfant se sépare de ses parents au fur et à mesure qu'il va s'individualiser et affirmer son identité individuelle problématique par définition. L'expression d'ailleurs de Françoise Dolto est assez explicite, selon laquelle devenir adulte, c'est plaquer ses parents. Ça prend tout son sens, mais que c'est difficile. Donc, quels sont les 3 besoins que cela implique? Ce Big Bang identitaire. Premier besoin, besoin d'être traité avec respect. Oui, le fait de pouvoir se regarder, telle est la définition étymologique du mot respect, pouvoir se regarder à nouveau. Besoin d'être traité avec respect. Sinon, ils ne traiteront pas les adultes avec respect. Deuxième besoin, besoin de se protéger
de toutes les formes de critique et de regard d'autrui sur son corps et sur ses choix. Oui, c'est précisément ce moment où je change de carapace en tant qu'adolescent et le moindre commentaire, ça va être de l'acide, ça va me brûler, ça va me ravager, ça va me détruire. C'est toutes les problématiques de harcèlement d'ailleurs, mais c'est aussi toutes les problématiques qui concernent les parents, qui n'arrivent pas à se positionner ou qui ont des propos maladroits, malveillants, et parfois ils sont malfaisants. Et là, ça prend une ampleur chez l'adolescent considérable, il est en train de changer de carapace. C'est le Big Bang identitaire. Troisième besoin, le besoin d'être à la hauteur, être à la hauteur de ses semblables. Maria Montessori dit, en parlant de l'enfant et de l'adolescent, elle nous dit, elle compare l'enfant à un gros dur. C'est le stade des 9 à 12 ans. Mais l'adolescent, lui, c'est plus le gros dur. C'est comme un crabe qui vient de rejeter sa vieille coquille, tandis que la nouvelle est toute tendre et fragile. C'est une condition, je cite Maria Montessori, c'est une condition pénible et dangereuse. Oui, il y a danger. Oui, il y a la timidité, l'anxiété, une tendance à la dépression, l'incapacité au travail et à la concentration. Oui, cela semble de la paresse. Oui, il y a en même temps de la dépendance et un certain cynisme qui apparaît avec un sens critique exacerbé de son environnement et d'abord de ses parents. Et même la tentation de criminalité, nous disent les spécialistes, témoigne d'une adaptation difficile à la société, témoigne d'une adaptation difficile au sein de la famille. Je suis né à l'état d'homme ou de femme. Comment faire? Big Bang identitaire. La vie d'adolescent, d'ailleurs, elle est centrée sur l'idée d'une société et d'une famille ou d'un papa ou d'une maman qui est injuste, profondément injuste, qui ne reconnaît pas ce que je vis, qui ne me comprend pas, qui ne me supporte pas. Et en même temps, les adultes sont d'autant plus exigeants en disant « tu n'es plus un enfant ». Et plus l'adolescent va revendiquer, plus il se croit mal compris, plus il se renferme, et plus on veut et on attend de lui. C'est le cercle infernal du Big Bang identitaire où, on le verra, il y a des possibilités de s'en sortir et il faut sans doute changer de posture, évidemment. Dans un tel contexte, l'adolescent n'a pas d'autre choix que de se tourner vers ses semblables, vers ses pairs. Alors, après ces trois besoins, la nécessité. Ce qui ne peut pas ne pas être. Oui, c'est la vie avec ses pairs. La vie avec ses pairs, la vie avec ses semblables. La nécessité, elle est d'ordre sociologique. C'est le besoin des pairs, le besoin de ses semblables. Il y a, en plus d'une faim de nourriture et d'aliments pour se rassasier, pour répondre au développement physique, exigeant en énergie, il y a une faim de l'autre, F-A-I-M, bien sûr, une faim de l'autre, pour reprendre l'expression du pédopsychiatre Philippe Jamet, spécialiste de l'adolescence. Et cette faim de l'autre, elle est continue, elle est perpétuelle, elle est chronophage, elle est énergivore. Pourquoi? Parce que c'est avec eux que l'enfant se rassure. Pourquoi? Parce que c'est avec eux aussi que l'enfant, devenu adolescent, se compare. C'est avec eux que l'adolescent, c'est avec eux que l'adolescent se rassure, c'est avec eux que l'adolescent se compare, c'est avec eux que l'adolescent, avec ses pairs, que l'adolescent souhaite vivre parce qu'il est enfin, allais-je dire, compris. Enfin,
toi, adolescent, toi là, tu vis la même galère que moi. Toi, tu m'es proche parce que nous vivons la même condition de Big Bang identitaire. Il y a une formule que j'aime bien reprendre en sociologie. Il s'agit de passer, lors de l'adolescence, de la religion des pères, au sens de pater, P-E-R-E-S, il s'agit de passer de la religion des pères à la religion des pères, à la religion des semblables. Je pourrais dire aussi, d'une certaine façon, pour continuer sur le jeu des mots, en utilisant le langage, je pourrais dire que l'enfant devient adolescent et cela signifie par là même la fin des pères, la terminaison, on en a fini avec les pères, c'en est fini avec papa, et à présent, c'est la fin des pères, vivement que je vois mes copains, vivement que je sois avec mes copines, parce que j'en peux plus de mon père et de ma mère. Alors voilà, sur ce point-là, c'est important. À présent, pour les parents, qu'est-ce que ça signifie? L'adolescent signifie la perte de l'enfant. C'est la perte de l'enfant qu'il fut pour eux. Ah, mon petit chéri, c'est plus comme avant. Bam! L'adolescent tue l'enfant pour devenir adulte. C'est comme ça. C'est une loi anthropologique. Et si ça ne se passe pas, c'est fichu. Cette transformation anthropologique, ce Big Bang identitaire, impossible à éviter, nécessaire, cela revêt alors une double signification. D'une part, c'est tuer l'enfant en soi. Jamais totalement, à dire vrai, mais un peu quand même. C'est tuer l'enfant en soi et tuer, d'autre part, l'enfant qu'il fut pour ses parents. Pas facile pour l'ado, pas facile pour l'ado. Tuer l'enfant que j'ai été et tuer l'enfant que j'ai été pour mes parents. Jamais totalement, bien sûr, mais un peu quand même. D'ailleurs, à ce sujet, le psychologue Jean-Claude Cantel, il parle d'une double face d'un seul meurtre. C'est le double face d'un seul meurtre. Le meurtre de l'enfant, côté parent et côté adolescent. Par conséquent, ce qui n'est pas facile pour l'enfant qui devient adolescent, et ni pour les parents, c'est précisément un dessaisissement, une dépossession, un deuil, une perte de contrôle que le parent accepte, que nous acceptons en tant que parents d'ailleurs, plus ou moins bien. C'est la fin d'un contrôle. Je prendrai l'image suivante, c'est que l'enfant, impulsé en profondeur par son volcan physiologique, pulsionnel et sexuel, ne peut que se décoller de ses parents pour grandir, pour devenir l'homme qu'il est aussi, ou pour affiner, à préciser, approfondir, l'homme qu'il est, il ne peut que se décoller de ses parents pour grandir et devenir adulte. De fait, s'offre à lui alors une alternative. Soit c'est un enfant post-it, il se décolle de ses parents avec une certaine légèreté, et le décollage, eh bien, il se passe dans la douceur. C'est le décollage post-it. Soit il est collé avec de la colle forte, avec de la superglue, pour deux raisons.
La première, il veut rester collé le plus longtemps possible à ses parents. La seconde raison, et c'est une raison inverse, au moindre décollage, ses propres parents, ses parents, rajoutent de la colle pour contrôler leur enfant. Dans ces deux cas, de la colle super forte, dans ces deux cas, le décollage sera tendu. Dans ces deux cas, parfois, cela peut être violent. En tous les cas, c'est difficile pour les deux parties. Voilà pour l'image. À présent, eh bien, je vous propose, en ayant compris tous ces enjeux de Big Bang identitaire, notamment, et c'est pas rien, j'insiste sur le mot, voilà pourquoi, me semble-t-il, au total, les adolescents exercent fascination autant qu'agacement, étonnement, autant qu'énervement, et ils sont multiples parfois, joie, mais aussi peine et frustration, aussi bien chez les parents, chez les adultes, aussi bien chez les adolescents. Oui, la raison profonde est que, pour reprendre une formule de Maria Montessori, et je conclus là-dessus, oui, la raison profonde, pourquoi finalement il y a toute cette ambivalence que provoquent chez nous les adolescents, et chez eux également, oui, la formule, elle est simple. Maria Montessori nous dit, cette adolescence est vraiment une naissance de l'homme. C'est l'homme qui vient au monde. Quoi de plus génial? Quoi de plus époustouflant?